Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre quelle stratégie mettre en place sur les marchés actions d'ici la fin de l'année, alors que l'été a pu être un petit peu mouvementé justement sur les marchés boursiers. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts du sujet dans Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Marc Faber. Bonjour Marc Faber. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé chez LGF Patrimoine et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour. Vous êtes président de Savignan. Alors, messieurs, je vous propose de faire un petit point effectivement sur la manière d'aborder les marchés actions en cette rentrée. On a pu suivre sur tout l'été des questionnements, des chahutements sur les marchés actions. Alors, certains mettaient ça sur le compte de faible volume cet été, d'autres sur quand même des nouvelles qui étaient pas si rose que ça, notamment en matière d'emploi, de chômage, d'indicateurs économiques venant de Chine. On a également découvert il y a quelques jours les résultats d'NVIDIA, cette thématique intelligence artificielle qui tire le marché américain avec des attentes de plus en plus hautes de la part des investisseurs. Un petit mot peut-être avec vous, Marc Faber, pour commencer. Comment est-ce que vous avez vécu cette séquence marché financier cet été ? Est-ce que effectivement, comme il y avait moins de volume, les mouvements étaient plus drastiques et on s'est un petit peu inquiété pour rien? Ou est-ce que derrière, il y avait quand même une tendance de fond qui montre que tout n'est pas réglé, notamment en matière d'atterrissage économique aux États-Unis? J'oserais dire qu'il y a sans doute une tendance de fond. D'accord. Parce que la vraie interrogation était de savoir est-ce qu'il y aura ou pas un atterrissage en douceur de l'économie américaine, et ça a été la question principale et ce qui a provoqué le premier rebond. Certaines rumeurs laissaient apparaître, entre autres avec l'emploi nord-américain, avec le fait que est-ce que la Fed est en retard ou est-ce que la Fed n'est pas en retard, est-ce que les taux vont bloquer. On a vu que éventuellement, l'emploi se portait un petit peu moins bien. On a vu aussi que la consommation se portait un peu moins bien. Donc, des vraies inquiétudes sont nées, sont un petit peu prématurées. C'est ce qui a créé, en tout cas, ces vicissitudes des marchés financiers, on va dire, plus que l'absence de volume, parce que l'absence de volume, c'est plutôt, on va dire, européen que nord-américain. D'accord. Donc vraiment plutôt un constat d'inquiétude. Enfin, finalement, en fait, Vincent Danis, il y avait cette idée que l'atterrissage en douceur était là, on avait envie de le voir, et là il y a eu un petit rappel où on nous a dit bah oui, attention, les indicateurs ne vont pas tous dans ce sens, on n'est pas dans une trajectoire linéaire d'atterrissage en douceur de l'économie américaine. Enfin, globalement, l'été ne s'est pas si mal passé que ça. Oui, bien sûr, d'ailleurs performance des marchés plutôt satisfaisante. Après, ce qui est un peu perturbant aujourd'hui, c'est de voir la perception des analystes ou des acteurs qui en fait préfèrent voir plutôt qu'un malade qui serait encore fragile et qui viendrait donc d'être guéri parce que tout à coup ça irait légèrement mieux, eh bien ils préfèrent voir un malade auquel on va administrer un traitement. D'accord. Le traitement étant la baisse des taux à venir, confirmée durant l'été. On en attend juste l'ampleur. Et en fait, ce qui va maintenant orienter à la sortie de l'été l'orientation des marchés, c'est de savoir quelle va être l'ampleur du traitement. Si on a un traitement léger, on est sur la stratégie, sur le scénario d'atterrissage en douceur, tout va bien. Si on a un traitement lourd et qu'il y a une baisse d'un demi-point et pas de 0,25, ça voudra peut-être dire que le malade, en fait, est encore bien malade et beaucoup plus qu'on l'imaginait. D'accord. Et que par conséquent, on n'a peut-être pas complètement échappé encore à un risque de récession. Mais alors, ça pose une question qu'on peut se poser à tout moment de l'année, pas seulement à cette rentrée 2024, mais qu'est-ce qu'une bonne nouvelle pour les marchés financiers? On aurait pu s'attendre à ce que finalement une baisse des taux demandée par les marchés, attendue par les marchés, soit une bonne nouvelle. Là, on se rend compte que tout est dans le dosage. Finalement, si elle est un petit peu trop forte, potentiellement, ça voudrait dire que l'économie en avait besoin et que donc l'économie ne va pas si bien que ça aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est celle qui est meilleure à la publication que celle qui était attendue auparavant par les marchés. Oui, c'est même devenu un jeu de communication pour beaucoup, mais... Vous parliez des résultats de NVIDIA. Il peut y avoir deux lectures. La première lecture, c'est oui, l'intelligence artificielle se développe et finalement, c'est réconfortant pour tout le secteur. Et puis le résultat de cette belle publication, c'est que l'action baisse, corrige en bourse immédiatement après, simplement parce qu'on s'attendait aussi, en tout cas certains, à ce que la croissance soit encore supérieure aux 127% de hausse. On reviendra sur NVIDIA dans un instant. Marc Faber, je pose la même question. Qu'est-ce qu'une bonne marché en matière de politique qu'est-ce qu'une bonne nouvelle en matière de politique monétaire sur les marchés financiers en septembre 2024 ? En réalité, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui ne va pas surprendre les marchés. C'est complètement idiot comme réponse, mais c'est malheureusement dans les faits. Si les marchés sont d'accord entre eux, enfin si tout le monde est d'accord sur les marchés. Mais alors, donc... les marchés sont généralement, malheureusement, d'accord entre eux. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a un consensus mou, on va dire comme ça. D'accord. Si, comme disait Vincent, la Fed baisse de 0,25, ça voudrait dire qu'en définitive, la croissance nord-américaine
n'est pas mal en point. Et que très probablement, cela va permettre d'abord d'alléger la pression sur les entreprises, et entre autres sur les petites et moyennes entreprises, et ce qui va permettre peut-être à d'autres figures de la cote de progresser. Et puis d'un autre côté, si c'est une baisse de 0,50, ça voudra dire, ah, attention, on avait bien interprété les signes que l'activité nord-américaine allait décrocher, et la Fed n'ose pas aller plus loin que 0,50 pour ne pas nous inquiéter. D'accord. Point d'interrogation. Et c'est comme ça qu'éventuellement, on commence à monter des scénarios qui sont sans doute toujours exagérés. Mais dans un premier temps, on aura une baisse des marchés, ou du moins, on aura, si ce n'est pas une baisse, on aura une réaction qui ne sera pas fondamentalement positive. Et on l'a bien vu, pour reprendre ce que disait Vincent cet été, les marchés, en définitive, ont fait un très joli mois d'août. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu d'une idée que le marché nord-américain allait s'écrouler, on ne s'occupe plus du tout de l'Europe, on ne s'occupe pas de la France, la Chine, maintenant on a interprété, on se dit c'est mort pour quelque temps, regardons ce qui se passe sur le marché nord-américain. Et on ne passe son temps qu'à analyser le marché nord-américain. Eh ben, ça me fait une transition toute trouvée pour vous, Vincent. Qu'est-ce qu'on fait là en cette rentrée 2024 ? Est-ce qu'on regarde uniquement du côté de l'intelligence artificielle, puisque tous les yeux sont tournés vers l'intelligence artificielle et surtout vis-à-vis des résultats d'NVIDIA, ou quand on est investisseur particulier, on a quand même un spectre un peu plus large de thématiques d'investissement ? Quand on est conseiller en investissement financier, on cherche à privilégier le bon sens humain avant l'intelligence artificielle. D'accord. Et au-delà des rumeurs et du bruit, d'aller voir ce qui est factuel. Et par rapport à ce qui est factuel et à différents scénarios d'évolution, ce qui est sous-évalué ou ce qui pourrait se réévaluer davantage si tel ou tel scénario arrivait. Là, on a une perspective sur laquelle tout le monde s'accorde, même si on ne sait pas quelle va être l'ampleur, c'est la baisse des taux US. S'il y a une baisse des taux, donc ça veut dire qu'on est sorti de ce cycle de hausse des taux qui a pénalisé certains secteurs. Donc la question, ça va être quels sont les secteurs qui ont pâti de la hausse des taux et qui pourraient bénéficier de la baisse des taux. D'accord. Alors je peux donner un exemple qui parlera à ma sensibilité immobilière, c'est le secteur des foncières cotées. Mmh. Les foncières cotées, pour une fois, sont très en avance sur le non coté d'un point de vue évaluation et prudence dans les évaluations des immeubles. D'accord. Aux États-Unis ? Non, en France, en Europe, d'accord. En France. Et on a un écart de valorisation qui est très très important par rapport à la dernière valeur d'actifs actualisée et donc plus prudente. Mmh. On est à 40 ou 60% de décote sur les foncières. D'accord. Donc on est sur une décote supérieure à celle qu'on observe sur le non-coté. En même temps, c'est une décote qui est anormale parce qu'on voit sur le non-coté depuis un an qu'il y a une crise de liquidité. Et logiquement, on devrait être dans un contexte où il y a une prime de liquidité en faveur des foncières qui, elle, apporte une liquidité intrinsèque. Donc en toute logique, avec une baisse des taux, on va avoir la prime de risque sur les actifs immobiliers de rendement qui va se regonfler, Bien sûr. des évaluations revues à la hausse, l'actualisation des cash flows futurs va en bénéficier, et si on accepte un peu de volatilité à court terme, parce que c'est ça la seule fragilité des foncières cotées, c'est d'être très sensible à un léger flux de vendeurs parce qu'il y a très peu d'acheteurs fondamentaux, logiquement sur du moyen terme, on aura un peu mieux en performance immobilier de rendement que sur l'immobilier non coté. Un secteur qui me paraît à privilégier. Et un secteur que vous suivez de près depuis longtemps, si je me souviens bien, Vincent Danis. Marc Faber, même question, en septembre 2024, qu'est-ce qu'on regarde ? Je reviens sur l'intelligence artificielle, c'est pas parce que c'est à la une de tous les journaux, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas parler de bourse aujourd'hui sans parler d'NVIDIA ou parler de cette thématique qui pourrait venir tout révolutionner. Est-ce que effectivement, il y a le bon sens humain, mais est-ce que si on est trop seul à miser sur certaines classes d'actifs, on se retrouverait, on ne pourrait pas se retrouver dans le faux plutôt que d'aller effectivement là où tout le monde va, notamment l'intelligence artificielle ? Alors moi, j'aimerais paraphraser le siècle dernier, on va dire quelque chose un peu désuet, c'est que dans le temps, lorsqu'on mettait, s'il n'y a pas de dot-com, on est perdu. Oui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'intelligence artificielle, on est perdu. Alors souvenons-nous de ce qui s'est passé dans la crise de dot-com. Je ne pense pas qu'il y aura une crise sur l'intelligence artificielle. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ces valeurs sont chères, voire très chères, et il n'est pas certain que leur progression de chiffre d'affaires soit aussi importante que celle que l'on pourrait imaginer. Et très certainement, il risque d'avoir quelques déceptions. Pas forcément sur NVIDIA, peut-être sur NVIDIA, je ne sais pas aujourd'hui. En tout cas, il y a certainement d'autres valeurs qu'il faut regarder actuellement. Ce sont les valeurs qu'on a un petit peu délaissées. C'est-à-dire que tout ce qui est des valeurs liées à la consommation, tout ce qui est lié à l'industrie, qui, en fin de compte, n'ont pas progressé depuis au moins 3 ans. Et ces valeurs dites délaissées, mais qui ont des bénéfices, qui vont bénéficier aussi de la baisse des taux, vont certainement pouvoir améliorer leur marge. Et à mon avis, que ce soit
en Europe ou en Amérique du Nord, ce sont des valeurs à regarder, à retrouver dans les portefeuilles. Et puis vous avez aussi l'effet des petites et moyennes valeurs qui, je pense, vont largement profiter aussi de la baisse des taux. On les a beaucoup vendus parce qu'il fallait s'en débarrasser du fait de la hausse des taux. Bien sûr. Ils ont beaucoup souffert parce qu'elles sont moins liquides que les grosses valeurs. Et à mon sens, ce n'est pas idiot de les regarder à nouveau aujourd'hui si ce mouvement, et je pense que ce mouvement va se concrétiser, de la baisse des taux. Alors même qu'en Europe, on a déjà eu une baisse de taux et que ça n'a pas eu un impact très positif sur les petites et moyennes valeurs. C'était un début, j'oserais dire, continuons cette progression. La BCE, j'allais dire la Fed, la BCE, prochainement va à nouveau acter d'une légère baisse des taux, on va dire, parce qu'elle est forcée d'y aller doucement compte tenu de la vigueur du dollar et de la faiblesse un peu inhérente de l'euro. Néanmoins, toute baisse des taux sera favorable à ces, non pas toutes petites entreprises, mais en tout cas ces entreprises de taille moyenne qui sont totalement délaissées parce que tous les regards, et vous l'avez vous-même exprimé, sont tournés vers la technologie, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les interrogations qui se posent, c'est ces valeurs vont-elles pouvoir continuer à progresser en fonction des bénéfices futurs ? Dernière question avec vous, Vincent Danis. Quid de l'ESG ? Alors l'ESG, quand on regarde du côté de tout ce qui est transition énergétique pure, industrie, les résultats sont un peu plus compliqués que si on regarde les fonds ESG au global. On voit quand même, n'empêche que de moins en moins de fonds ESG sont lancés, beaucoup moins en 2024 qu'en 2023 ou en 2022. Côté investisseurs particuliers, comment est-ce qu'on aborde la thématique pour la fin de l'année ? Déjà, on s'attend à une évolution réglementaire qui peut amener les gestionnaires de fonds à changer la classification de leurs fonds. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, on rencontre des épargnants qui veulent donner du sens à leur épargne, mais ils acceptent de moins en moins de trouver des pétroliers, des énergies fossiles en première ligne des portefeuilles, simplement parce que certaines entreprises pourraient être bien notées sur le plan social ou sur le plan de la gouvernance et pas sur le plan environnemental. Donc il est important d'aller donner beaucoup plus de clarté et on a un rôle compliqué mais essentiel à jouer entre ce qu'il y a à l'intérieur des fonds, la manière dont le gérant procède pour sélectionner ou de ne pas sélectionner telle ou telle valeur, voire l'étiquette réglementaire qui est à côté. Après, il y a quand même un élément de fond qui est extrêmement favorable, c'est que la dynamique est vertueuse. Les entreprises, sachant qu'elles vont être regardées sur ce plan-là, ils font de plus en plus attention. Et puis on sait qu'il va y avoir des investissements massifs dans des infrastructures, dans les transitions énergétiques. Et globalement, ça, c'est favorable à l'ensemble de ce secteur d'un point de vue environnemental. Merci beaucoup messieurs, on n'avait que 15 minutes pour essayer de comprendre un petit peu toutes les grandes dynamiques à l'œuvre donc sur les marchés boursiers. Merci en tout cas Vincent Danis, président de Savignane. Merci Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine. Merci à vous deux donc, de nous avoir accompagnés. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.